peut-être moins de 40 ans, moins de 30 ans, je ne sais rien, moins de 20 ans. Mais je crois que ces comportements sont liés au fait aussi que tous ces jeunes n'ont pas reçu ce qui a été exprimé ici, c'est-à-dire le minimum de formation au sein de mouvements type scout ou type autre mouvement, et que du coup ils sont renfermés sur eux-mêmes, et les réseaux sociaux ne font que les renfermer sur eux-mêmes un peu plus. Je crois que d'où l'importance de développer auprès des jeunes des mouvements de sociabilisation qui leur donnent des amis, qui leur donnent des rapports avec d'autres amis, etc. Je crois que c'est vraiment... Oui, ça méritait d'être souligné, merci beaucoup. Alors, donc, question, une fois de plus, toutes les questions ne seront pas redonnées ici, elles ont été regroupées. Merci au travail qui a été fait, parce que c'était pas simple. Alors, la première série de questions, elle pose sur un terme qu'on a déjà abordé, mais qui demande peut-être à être précisé. C'est le thème de la place des citoyens dans la vie démocratique, dans la société, et du bénévolat. Beaucoup de questions sur, si je prends ce qui a été écrit, la place des citoyens, la place des élus, l'écoute, le respect le respect mutuel, l'engagement individuel, etc. Qui va vouloir répondre là-dessus, ou peut-être préciser ce qui a déjà été dit? Finalement, j'allais dire, le centre de la démocratie, c'est bien l'engagement individuel, la responsabilité et le fait que chacun se sente acteur dans la société. Qui veut parler sur ce sujet? Je vais prendre la parole. Effectivement, la démocratie, c'est l'organisation sociale qui donne le pouvoir au peuple par le peuple. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple se mobilise, et pas seulement pour les élections, mais dans la vie quotidienne, de développer le sens civique, le sens social, la solidarité sociale, etc. Donc la démocratie, c'est ça aussi. Il ne faut pas la caricaturer ou la simplifier à travers le simple système de représentation. Et le système de représentation, comme je l'ai dit au début, c'est pas seulement au niveau national, c'est aussi au niveau local. Il faut s'investir dans les conseils municipaux, s'investir dans les conseils départementaux, les conseils régionaux, même si c'est preneur de temps, mais je crois que c'est comme ça aussi que la société peut vivre bien, et plus il y aura du chrétien dans ces institutions, plus, à mon sens, on devrait avoir des débats équilibrés, respectueux, etc., etc. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet? Guillaume ou Marie-Claire, vous aviez le micro dans les mains, il fallait le garder. Du coup, moi je dirais qu'il y a une part de la responsabilité qui vient des citoyens eux-mêmes, une part qui vient plutôt de leurs représentants. Ce qui vient des citoyens, c'est que en fait, n'importe qui peut entrer dans une association ou constituer une association s'il sent un besoin public. Et donc, du coup, il y a un truc, il ne faut pas attendre non plus quoi que ce soit, il y a des initiatives à prendre. Et en particulier, tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui sont en fait des participations citoyennes à la vie publique, comme les syndicats, et toutes les associations, de manière générale, c'est la démocratie, c'est ça. Et après, du côté des élus, pour moi, leur responsabilité, c'est de construire des institutions de démocratie représentative, de démocratie participative, c'est-à-dire qui donnent plus de place à la parole citoyenne, mais il y a un risque que ce soit une blague, c'est-à-dire que ce soit de la fabrique du consentement, de dire bon, en fait, on sait ce qu'on veut, on va faire semblant de donner un peu la parole aux gens, et puis comme ça, on pourra dire après qu'ils sont d'accord avec ce qu'on a déjà décidé. Donc souvent, c'est une blague qui énerve les gens plus qu'autre chose. Donc ce qu'il faudrait, c'est en effet aussi de la part des représentants construire de la vraie démocratie participative. Alors, je pense que quand on évoque l'écoute, le respect, on est tous d'accord. Hein. Enfin, je connais peu de gens qui disent non, moi, le respect, ça ne me parle pas. Donc, sur l'idée, on est d'accord. Mais après, comment on fait? Comment on apprend ces choses-là? Et là, je me suis aperçue, moi, ayant travaillé dans les centres sociaux, dans l'éducation populaire, ça devenait un peu plus compliqué dans les faits à traduire. Je donne un petit exemple, ce qui m'avait alertée, parce que
comment le respect s'apprend. Il y en a qui vont parler des codes de ceci, de politesse, de machin, etc. Mais on sait bien que ça va au-delà. Je me souviens d'une religieuse qui m'avait dit à un moment donné, respect, ça vient du latin respectare, ça vient de spectacle, c'est regarder 2 fois. Parce que la première fois, on regarde, on se dit, oh, celui-là, oh, puis ces idées-là, puis etc. Et puis il faut y regarder une 2e fois, souvent pour saisir un petit peu autre chose que la façade. Et à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère de la rapidité, on s'exonère de ce regard 2 fois. On regarde 1 fois et puis on fonce. Donc, quelque part, respecter, pour moi, pour le rentrer dans les faits, c'est revenir à une certaine lenteur pour se donner une chance d'y regarder à 2 fois. Ça me va bien de dire ça, parce que parfois je vais très vite aussi. Donc, mon mari confirme. Là, ça craint. Alors, il y a une question, même plusieurs questions sur la démocratie dans l'Église. Guillaume faisait référence tout à l'heure au fait qu'une fois Jésus parti, il n'y avait plus de capitaine, mais depuis ils en auraient inventé quand même. Les structures humaines ont besoin de ça, sans doute, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un cite une parole du Christ en disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Donc c'est peut-être la question que devraient se poser un certain nombre de nos élus. Et puis, sur cette idée de la démocratie dans l'Église, il faut vivre avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions. Et il y a quelqu'un qui pose la question « Comment construire et maintenir le dialogue avec les catholiques identitaires ?» Qui veut répondre à cette question? Merci. Non, en même temps, c'est une question centrale. La démocratie dans l'Église, déjà, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que c'est un mystère pour moi, le passage d'un texte évangélique extrêmement explicite, dit « Ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler père », à une institution où on se fait appeler non seulement père, mais Monseigneur, mais sa sainteté. Ouais, c'est non évangélique en vérité, je pense. Donc c'est bizarre, absurde en fait, absurde. Ouais. Et il y a le synode en fait, quand même, qui s'est présenté comme une idée forte, qui est que personne ne peut dire quelle est la parole de Dieu comme individu, et que du coup, pour chercher la parole de Dieu, discerner la volonté, on dit que ta volonté soit faite, on ne peut pas le faire tout seul. C'est forcément par des allers-retours entre des communautés, leurs responsables, les chrétiens ordinaires, avec toujours l'option préférentielle pour les plus pauvres d'entre nous, dont la parole est probablement la plus importante, etc. Donc il y a ce synode qui, pour l'instant, ça a quand même été lancé. Pour moi, c'est un peu comme les conventions citoyennes. C'est très loin d'être parfait, mais il y a quelque chose qui est initié, duquel on peut repartir et qu'on peut approfondir, et je pense que c'est la voie à suivre. Voilà. Et après, pour les chrétiens identitaires, alors premièrement, la démocratie est un régime conflictuel, c'est-à-dire il n'y a pas de peuple homogène. Le peuple n'est jamais homogène. On est en désaccord. Et du coup, la démocratie, c'est forcément un régime où c'est toujours un peu le bordel, en fait. Ça fait partie aussi du concept. Et c'est important. Et donc, dans l'Église, oui, là, il y a un débat. Honnêtement, je ne sais pas trop comment répondre. Pour moi, je pense qu'il faut entrer dans un conflit théologique. C'est-à-dire qu'il faut débattre du fond d'une manière conflictuelle, en espérant, mais quand même en dialoguant, plutôt qu'en étant chacun de notre côté, en espérant que petit à petit on va s'approcher de quelque chose, mais je dirais juste ça pour l'instant, ne pas perdre le lien totalement, mais par contre être conflictuel. J'ajouterais juste quelque chose, je pense qu'il faut surtout prier en tant que chrétien pour effectivement que les chrétiens ne s'identifient pas à ce courant, parce que je crois que c'est vraiment complètement contradictoire, puisque être chrétien, ça ne s'affiche pas, ça se vit, et ça doit transformer notre vie sans pour autant être visible.
c'est le b.a.-ba, à mon avis. Donc si à partir on s'affiche d'abord avec cet étendard, je pense qu'on n'est pas dans la logique évangélique, c'est tout. Mais je crois qu'engager des diatribes, c'est difficile. Et d'ailleurs, je crois qu'elles ne serviront pas à grand-chose. Je pense que par contre, prier, ça me paraît important. Dans la dernière encyclique, Pape Léon a vraiment met le doigt là-dessus en disant il y a des chrétiens qui se laissent entraîner par des courants d'idées. Je n'ai pas la citation exacte, mais ça vise réellement ces questions un peu de repli identitaire. Il n'y va pas de main morte. Donc, je n'ai pas la solution, mais on m'a conseillé un livre que je dois acquérir et que je n'ai pas encore commandé. Ça s'appelle « Disputez-vous bien ». C'est tout un mode d'emploi qui fait écho à ce que dit Guillaume. C'est voilà, comment on peut s'engager, parce que ça c'est quelque chose qui m'a toujours aussi interpellée dans l'action collective interassociative sur Metz, quand on allait au contact des députés ou des élus. On me disait toujours, non, mais l'extrême droite, on n'y va pas. Et moi, j'avais envie d'y aller, justement. Donc, j'étais un peu seule et j'ai pas pu faire ce que je voulais, à part un petit courrier de temps en temps, mais voilà. Et quelque part, oui, comment on apprend à se disputer bien, voilà. J'ajoute un petit point, dans l'évangile, c'est... Jésus passe quand même beaucoup de temps à mener des conflits de parole avec ses co-religionnaires avec lesquels il est en désaccord, donc principalement pharisiens et sadducéens. Et en fait, c'est intéressant qu'il passe autant de temps avec eux quand même. Il passe quand même beaucoup de temps à mener ces débats qui sont parfois très virulents. Mais du coup, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il faut faire. Du coup. Mais être virulent, mais parler. Continuer à discuter. Maintenir le contact. Oui. Merci. Alors, il y a beaucoup de... On n'a pas abordé, alors qu'on avait prévu de le faire, mais c'est vrai qu'on est plus dans le temps, la question de démocratie et justice. Et les questions sont là, bien sûr, pour corriger les erreurs qu'on a faites, donc merci à vous. Et il y a plusieurs questions sur cette thématique-là. La première dit, qu'en est-il du partage des richesses, valeurs démocratiques et évangéliques ? Une autre qui évoque le film L'Évangile de la Révolution et qui pose donc la question de la théologie de la libération. Et une dernière qui est amusant, c'est intéressant, je veux dire, qui évoque le fait que la démocratie française est une démocratie sociale. Et est-ce que cette démocratie sociale est compatible avec le libéralisme économique qui prévaut aujourd'hui? Donc c'est une question à multiples facettes. Qui veut s'en acquitter parmi vous? Il est courageux. Je crois que la démocratie, effectivement, elle est sociale. C'est dans le préambule de la Constitution de la 4e République. Je crois qu'elle vise quand même depuis 1945 à beaucoup de partage à travers la sécurité sociale qu'on a évoquée tout à l'heure et la redistribution fiscale. Il y a beaucoup d'éléments qui vise à répartir la richesse ou prendre en compte la pauvreté. C'est jamais parfait, ça c'est autre chose. On est dans un monde imparfait, donc je pense que c'est difficile de dire que ce n'est pas une des orientations fondamentales de notre fonctionnement social. Je crois que c'est la première chose. Ensuite, Évangile et Révolution, ça je crois que ça a été encore traité récemment, puisque même, je crois que c'est Léon XIV qui a évoqué la prise en compte. Non, c'était plutôt le pape François, je ne m'en rappelle plus, qui avait pris en compte la théologie de la libération en le lisant de façon plus intégrée dans l'approche évangélique, il me semble. Ça ne veut pas dire la révolution au sens radical du terme. Et puis, bon, donc le partage des richesses, moi je crois qu'il est quand même largement fait. Alors, on peut toujours modifier le dispositif fiscal, on en parle en ce moment suffisamment. Néanmoins, ce n'est pas ce qui va résoudre les problèmes de toutes les gens en grande difficulté. C'est un signe plutôt qu'autre chose. Mais effectivement, on a un système redistributif quand même s'il est imparfait.
juste, je rebondis sur un petit passage justement de la dernière encyclique, sur l'exigence éthique du partage des biens. Il va fort. Hein. Tu ne donnes pas à un pauvre en prenant sur ce qui t'appartient, mais tu lui rends en donnant ce qui lui appartient. Waouh. C'est vrai qu'on a un système en partie redistributif. Après, selon moi, il est très 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 loin de l'être suffisamment. La pauvreté augmente en France. Il y a pas mal de gens qui commencent à manger une seule fois par jour. Les rapports du secours catholique sont catastrophiques. Donc nous sommes un pays riche avec une augmentation de pauvreté. Et quand on parle d'inégalité des richesses, on doit parler à la fois à l'intérieur du pays et au niveau international. Et là, c'est carrément hallucinant à quel point les inégalités sont terrifiantes. On est obligé de penser à l'échelle internationale puisque vous êtes tous habillés avec des vêtements qui viennent du Bangladesh et avec des téléphones dont les minerais viennent du Congo et de Chine. Donc de toute façon, notre système de production est international, notre division du travail est internationale. Donc on est obligé de penser à cette échelle-là. À mes yeux, à partir de ce que tu viens de dire en fait sur la question de la propriété, si on va jusqu'au bout de cette idée que personne n'est vraiment propriétaire, à ce moment-là, à mon avis, ça devrait nous mener vers des politiques assez radicales, dans le sens où ça devrait nous mener à l'idée qu'il ne faut pas répartir les richesses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des riches et des pauvres et ensuite on répartit le surplus. Il faudrait travailler avant cela à qui produit la richesse, comment la richesse se fait. Et donc au lieu d'attendre qu'il y ait des riches pour redistribuer les richesses, il ne faudrait pas qu'il y ait des riches en fait, avant toute chose. Et ça, il y a des institutions qui vont dans ce sens. En vérité, la sécurité sociale va un peu dans ce sens, puisqu'elle socialise une grande partie de la valeur. Elle socialise une grande partie qui, du coup, est d'emblée, avant même d'être... au moment même où elle est produite, elle est déjà socialisée, avant d'enrichir les riches et d'être répartie. Et pour moi, c'est une institution assez fascinante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment radicale pour ne pas attendre que ce soit trop tard. Voilà, je pense que la théologie de la libération, elle est un peu dans ce sens-là, en disant, on va faire en effet le Dieu des pauvres. Dieu n'est pas neutre, il est du côté des pauvres, non pas comme dit le film parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils sont pauvres. Et si on va jusque-là, je pense qu'on va aboutir à des institutions, en effet, de réforme de la propriété. La propriété, parce que c'est là le cœur. Alors, j'ai deux autres questions qui m'ont été mises dans le paquet et qui n'étaient pas dans une catégorie particulière. Il y en a une première, les deux d'ailleurs sont plutôt des témoignages, j'ai tendance à dire, mais je vais vous demander de réagir. La première, c'est un professeur d'histoire géo qui fait le constat que malheureusement l'éducation civique est trop négligée, on va dire, dans le parcours scolaire et qui pose la question du rôle de l'éducation dans la formation des citoyens et donc du bon fonctionnement d'une démocratie. Et le deuxième, ça va illustrer sans doute, parce que j'imagine que ça va irriter quelques-uns ici parmi les conférenciers, mais donc ça va illustrer le fait qu'il faut écouter effectivement tout le monde, et qui dit accueillir l'étranger, c'est possible, c'est bien, mais accueillir 50 millions d'étrangers, comment on fait? Voilà. Alors, je ne sais pas où il y a 50 millions d'étrangers déjà. Joli. Je crois, alors j'ai pas une excellente mémoire des chiffres, mais par exemple, alors il y a toutes des circonvolutions autour du vocabulaire. Par exemple, quand on parle du nombre d'immigrés en France, je dirais c'est 7-8 millions, on est quand même 68 millions, hein, c'est ça. Donc, et quand on parle d'immigrés, on parle de gens qui sont nés ailleurs, mais parfois qui sont déjà français. Donc, et là-dessus, vous en avez la moitié, ou je ne sais plus, un tiers, qui est français. Donc on parle de gens qui sont français quand on parle d'immigrés. Et quand on parle d'étrangers, on parle de l'ingénieur brésilien qui est venu du Brésil demandé par, puisque je viens de l'Est, ArcelorMittal,
qui vient en France accompagné de son épouse, et là ce qui est très drôle, c'est que son épouse n'a pas le droit de travailler. Enfin, voilà, bref, ça fait vraiment... C'est multiforme cette réalité, et quand on en fait une réalité unique, on déforme complètement les choses, et souvent le débat part dans un sens qui ne correspond pas aux questions réelles qui se passent. D'autres commentaires sur ce sujet ? Je crois qu'il faut revenir à l'Évangile. Les étrangers, comme dit Madame, c'est une diversité considérable dans les étrangers. Il y a les étrangers économiques, donc qui ne posent aucun problème. Il y a les étrangers qui viennent parce qu'ils ont été exclus de leur pays, donc ils sont réfugiés. Donc ça ne se débat même pas, ils ont droit à être là, ils ont tous les droits, point, terminé. On n'a pas le droit de les reconduire à la frontière parce que c'est leur protection. Il y a eu suffisamment, dans les dernières dizaines d'années, des moments où, justement, sous la pression un peu publique, il y a certains réfugiés qu'on a failli réexporter, si j'ose dire, dans leur pays, alors qu'ils étaient eux-mêmes menacés dans leur propre pays. Il faut faire extrêmement attention à ça. Hein. Et puis, il y a les étrangers qui viennent parce qu'ils sont exilés, et moi j'aime beaucoup ce terme, je ne veux plus employer d'autres termes, parce qu'on ne vient pas du Congo, de tel ou tel pays, de Syrie, comme ça. C'est pas un voyage qu'on s'offre, non, c'est parce qu'on est chassé par telle ou telle raison, une raison économique, une raison politique, une raison de guerre, une raison de climat, etc. Et c'est pas parce qu'on a envie de bénéficier, on n'est pas jaloux, c'est pas ça, on ne fait pas 10 000 km au risque de sa vie pour venir dans un pays entre guillemets riche. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous chasse, hein, c'est pas la même chose. Hein. Donc, je vous en supplie, employez le mot exilé, comme le fait d'ailleurs l'archevêque de Paris et puis d'autres évêques maintenant, au lieu d'employer le mot immigré. Ce ne sont pas des volontaires de l'immigration, ce sont des gens qui ont été chassés. C'est pas pareil. Hein. Dans un cas, c'est passif, et c'est ça la réalité, c'est pas des actifs. Je vais rajouter deux petits mots. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir, mais d'intégrer. S'il y a intégration, notamment économique, bon, en fait, pourquoi ne pas augmenter le nombre de personnes? Une fois s'il y a intégration, il n'y a pas de problème, en fait, on peut être plus nombreux, l'économie sera plus vive, les initiatives seront plus vives, le pays sera différent. Et pourquoi il faudrait rester identique à soi-même? Pourquoi ne pas changer aussi? Donc en fait, pour moi, par exemple, lorsque Emmanuel Macron a proposé on va dire une politique nataliste en disant il faut qu'on fasse plus d'enfants, mais quand on sait qu'il y a énormément d'enfants en Afrique, pour moi c'était une phrase raciste. C'était une phrase raciste, je pense. Ça veut dire en gros on veut certains enfants et pas d'autres. La deuxième chose, c'est il y a dans les raisons, dans les causes des migrations, il y a beaucoup de causes, c'est bien compliqué bien sûr, mais il y a quand même dans les principales causes un système de production internationale qui est tellement inégalitaire, qui produit des effondrements économiques dans certains pays. Si le libre-échange alimentaire produit, lorsqu'il y a des changements de cours des familles dans certains endroits, ben ça veut dire que c'est un système économique qui produit en vérité les exils forcés. Et ce système économique, le plus souvent, on en est plutôt bénéficiaire, nous. Et donc du coup, si on veut vraiment aller aux causes des causes, ben il faut une politique internationale de réforme de la division internationale du travail. Alors forcément c'est radical, c'est porté par le CCFD en fait notamment. Mais ça veut dire aller jusque-là et retrouver l'esprit de l'Organisation internationale du travail plutôt que du FMI ou de l'OMC. C'est-à-dire retrouver l'esprit de l'homogénéisation des états économiques de tous les pays de la planète, plutôt que de continuer dans une voie qui est tellement inégalitaire qu'elle est explosive à tout point de vue. Et dernier point, un peu violent, c'est sur la question de la transition énergétique. La transition énergétique qu'on est en train de mener nécessite l'électrification et donc beaucoup de métaux. Les métaux, il n'y en a pas en infinité en vérité. Ça veut dire faire des mines un peu partout. Et ces métaux commencent à créer des conflits comme le pétrole créait des conflits avant.
Donc, bizarrement, si on fait mal notre transition énergétique, si on la fait de la manière dont on est en train de la faire, on va créer les guerres des métaux comme on avait créé les guerres du pétrole avant. Ces guerres-là produiront de l'exil forcé. Au Soudan, actuellement, c'est une des raisons. Il y a des raisons de rivalité politique entre les deux généraux, mais il y a aussi la raison que c'est un pays riche en ressources. Dans le Congo, c'est pareil. Le Congo, c'est pas juste le Congo. En fait, au Congo, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Russes, il y a des Émiratis, il y a tout le monde là-bas. On a un rôle, en fait, dans les causes profondes des conflits. Donc si quelqu'un veut diminuer l'immigration, à mon avis, qu'il commence par s'attaquer à la division internationale du travail. Une petite situation qui concernait le JRS France, le service jésuite des réfugiés. À un moment donné, on a eu une proposition de don, puisque l'association n'est pas tributaire de subventions, mais bien de dons, de la Fondation Total. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas? Donc c'est une question éthique par essence. Et effectivement, quand on prend le rôle de Total dans la destruction de l'écologie, je pense tout le rivage notamment du Nigeria, avec donc effondrement écologique, effondrement économique et migration, on s'est dit on ne peut quand même pas accepter de l'argent d'une société qui, par ses pratiques, conduit à des situations de désespérance économique. Donc on a voté non, on n'accepte pas cet argent. C'est pas simple. C'est pas simple. Je reprendrai juste 2 points sur la natalité. Bon, la natalité, c'est pas, comment dirais-je, un sujet uniquement démographique, c'est un sujet d'économie. C'est-à-dire, si on veut avoir une sécurité sociale financée, il faut avoir des enfants. Si on veut avoir un régime de retraite financé, il faut avoir des enfants. Donc c'est tout. Si on a une pyramide à l'envers, on ne pourra plus financer nos retraites. C'est aussi simple que ça. Donc il faut bien favoriser la natalité, qu'elle soit de Français de toutes origines, c'est pas le problème. La deuxième chose, c'est pour les immigrés. Si en France, on veut avoir beaucoup moins de problèmes d'immigration, il y a une façon très simple qui est de donner tout de suite une carte de travail à tous les immigrés qui rentrent en France. À ce moment-là, ils peuvent immédiatement avoir une activité professionnelle. Et vous savez qu'il y en a déjà beaucoup qui, de façon régulière, occupent des emplois que les Français, préalablement français par rapport à eux, utilisent, enfin ne veulent pas, pardon. Donc ils ne créent pas de chômage puisqu'ils occupent des emplois que les Français ne veulent pas. Et deuxièmement, si on leur donne une carte de travail tout de suite, ils s'intégreront beaucoup mieux, ils apprendront le français, ils quitteront plus facilement leurs coutumes, et notamment la polygamie, et du coup, ils ne créeront pas ces tensions, effectivement, inévitables entre des groupes ethniques différents, etc. Mais ça, c'est une révolution mentale que les gouvernants n'ont jamais osé franchir, parce qu'effectivement, il faut, comment dirais-je, faire une rupture avec une approche qui date déjà des années 70. Donc on est habitué depuis 70 à penser qu'un étranger n'a pas droit à une carte de travail tout de suite, ce qui est une erreur, parce qu'inévitablement, il rentre dans la clandestinité. Clandestinité veut dire trafic, veut dire économie souterraine, etc. C'est une erreur de fond. Hein, et vraiment, il faut y réfléchir et faire passer le message pour que progressivement, la façon d'appréhender l'immigration évolue. Il est question parfois d'un référendum sur est-ce qu'il y a trop de migrants. Et effectivement, si on pose la question comme ça, à question simpliste, réponse simpliste, il y a de fortes chances que beaucoup de gens, la majorité, en France, disent oui, il y en a trop. Et il y a un sociologue qui posait la question suivante. Si on posait des questions un peu plus fines, du style où est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de migrants, par exemple,
parmi le personnel médical. 18% des médecins en France sont étrangers. Est-ce qu'on les renvoie chez eux? Je pense qu'il y a quelques hôpitaux là qui plongeraient encore plus bas qu'ils ne le sont actuellement. Dans les maisons de retraite, quand vous pensez à tout le personnel d'auxiliaires de vie, d'aides-soignants, qui sont, pour beaucoup, issus de l'immigration, ils sont trop nombreux, on se passe d'eux demain. Dans la restauration, est-ce qu'on va se passer d'eux, etc. Faites la liste des métiers et trouvez à l'endroit auquel les étrangers sont trop nombreux. Et ce qui est curieux, c'est qu'en général, on pense qu'ils sont trop nombreux, mais en particulier, on serait bien embêté s'ils disparaissaient du paysage. Juste encore une toute petite chose, il y a eu, il y a une dizaine de jours, un article dans La Croix qui est paru, qui relayait un communiqué très intéressant de France Terre d'Asile, qui propose au gouvernement de faire 3,3 milliards d'économies sur les migrants. Et vous savez comment? En les accueillant mieux. Ça, c'est voilà. Parce que notre biais, le biais de pensée que l'on a, c'est surtout ne les accueillons pas trop bien, ça ferait un appel d'air. Donc on les accueille mal, ça veut dire que les gens vont vivre encore plus mal. Et quand je pense à la situation de non-droit dans laquelle ça emmène certaines personnes, je crois que je suis profondément en colère, parce que une situation de non-droit, autant créer tout de suite une école des réseaux de prostitution et délinquance. Ça sera efficace. Par contre, voilà, qu'est-ce qu'on fait et comment on propose un accueil plus qualitatif qui nous fait faire des économies, parce que le bilan du coût de l'immigration, c'est un bilan qui, au final, est déjà à peu près au niveau de zéro. C'est-à-dire tout s'équilibre entre le coût des arrivées, puis le fait que les gens, après, s'inscrivent dans des métiers qui sont des métiers en tension pour la plupart, on arrive à un équilibre financier. Comment on pourrait gagner de l'argent? France Terre d'Asile pointe l'augmentation de places dans des CADA qui évitent de basculer sur l'hébergement d'urgence en hôtel qui coûte extrêmement cher. Et sur des proportions mais tout à fait raisonnables. Par exemple, sur le droit au travail de personnes sans papier régularisées, en disant on ne régulariserait seulement que 25% des sans-papiers aujourd'hui, qui sont évalués entre 700 000 et 900 000 personnes, on fait un bond en termes d'économie. Donc il y a vraiment des impacts économiques qu'on nous biaise et qu'il faut regarder autrement. Voilà un sujet en tout cas qui suscite des passions et des réponses enflammées. Juste rapidement, si tu veux. Oui, je vais juste rajouter une chose, c'est qu'à mon avis, les changements, parce qu'on sent que ce débat va prendre de plus en plus de place dans les prochaines années, et à mon avis, on a un rôle important là-dedans, mais justement, il ne faut pas que ce soit qu'un débat, il faut vivre des expériences. Il y a une association à Metz que je trouve intéressante qui propose de faire des repas avec les étudiants étrangers. En fait, c'est juste un repas, un repas chez soi, c'est pas énorme. En fait, une expérience comme ça suffit à changer totalement la mentalité. Donc du coup, pour moi, il faut beaucoup aller là-dedans. Et après, il y a aussi une campagne actuellement menée qui s'appelle Campagne pour les villes et territoires accueillants. Le CCFD participe à cette campagne avec une association qui s'appelle l'ANVITA, Association nationale des villes et territoires accueillants. C'est très intéressant et ça consiste à aller voir les mairies pour leur proposer, avec une liste d'exemples importants de ce qui se fait déjà, de tout faire pour réussir une intégration avec plus de flux, du logement, la carte de travail, etc. Des participations de la société civile comme les repas. Et à mon avis, si on va à fond là-dedans, dans chaque ville, chacune de nos villes, petit à petit, on va peut-être faire des choses très intéressantes. Merci. Alors, il me reste... Oui, j'aurais juste une petite citation. Allez-y. C'est un livre que j'ai trouvé ici à la librairie du diocèse. Ces exilés qui passent par nos montagnes, c'est écrit par un évêque, Xavier Mal, qui s'est trouvé dans le Briançonnais à l'heure des passages importants, qui n'était pas du tout préparé à être confronté à cette réalité. Donc le livre est intéressant. Et dans la préface, il cite Charles de Foucault, qui écrivait en 1908
Il y a un mot de la Sainte Écriture dont nous devons, je crois, toujours nous souvenir, c'est que Jérusalem a été reconstruite dans l'angoisse des temps. Il faut compter travailler toute notre vie dans l'angoisse des temps. Les difficultés ne sont pas un état passager à laisser passer comme une bourrasque pour nous mettre au travail quand le temps sera calme. Non, elles sont l'état normal. Il faut compter être toute notre vie pour toutes les choses bonnes que nous voulons faire dans l'angoisse des temps. Et derrière, il y a l'espérance quand même. Hein. Voilà. Alors, il me reste deux questions qui sont en fait des questions personnelles. La première, je ne la poserai pas parce qu'elle est posée à Jacques Millon en tant qu'ancien préfet et il a un devoir de réserve par rapport à son collègue qui est en activité ici. Mais je crois qu'il avait répondu, la personne va se reconnaître, il avait répondu indirectement à cette question avant. Et la deuxième question, elle vous est destinée, Marie-Claire. Et en fait, c'est d'une certaine façon, je trouve une bonne conclusion, parce que c'est quelqu'un qui individuellement a accueilli un étranger et qui se sent seul et qui dit où m'adresser pour être moins seul. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui sont plus à même de répondre que moi. Je suis nouvelle sur le département, mais je veux bien rencontrer cette personne s'il faut. Voilà. Voilà, et bien merci beaucoup. Alors, il y a un petit, vous n'allez pas vous lever aussi vite, il y a quelqu'un qui a travaillé depuis le début pour essayer de faire une synthèse, quelqu'un donc de Oser une parole, c'est Nicolas Lallemand, et qui a fait une rapide synthèse de ce qui s'est dit, et il va vous en proposer la lecture. Oui, alors soyez indulgents parce que bon, le sujet n'est pas forcément évident. J'avais pris effectivement quelques notes. En partant du constat déjà sur la démocratie française, on a pu dire que même si elle est plutôt bien née et qu'elle a des bonnes bases, eh bien on peut sentir aujourd'hui qu'elle vacille pour plusieurs raisons. On en a cité plusieurs, je ne vais pas les répéter, et que notamment par exemple il y a toute une part de notre vie quotidienne qui ne porte pas la démocratie. Voilà, sur l'économie, du travail, c'est encore un peu compliqué même si. Et ensuite, on a viré sur la première source de sauvegarde de la démocratie, qui est le droit. Est-ce que le droit nous garantit une absolue sauvegarde de notre démocratie telle qu'on la connaît? Eh bien, apparemment, d'après ce qu'on s'est dit, pas tellement, hein, pas forcément. Le droit est là, il est présent, il a une vraie richesse en France, en tout cas. Mais par contre, il peut être amené à être changé. En respectant le droit, on peut changer. Et en fait, la démocratie peut s'en prendre à elle-même. Il faut qu'on soit vigilant à avoir des règles solides et des lois solides qui protègent la démocratie contre elle-même. Et au final, on est venu au cœur du sujet ce dimanche après-midi, qui est Jésus dans tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que l'Évangile nous dit pour sauver, pour nous aider dans cette entreprise qu'est la démocratie? Et bien en fait, il commence par nous dire une chose très simple, il dit portons notre regard et notre écoute sur le prochain. En se disant, c'est pas forcément les gens qu'on aime bien, qui on est d'accord, les gens qui sont proches de nous, mais c'est tous. Et plus particulièrement, évidemment, vers ceux qui souffrent, qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la difficulté. Parce que c'est à ce moment-là qu'on garantit, en fait, qu'on a cette force-là d'être tous ensemble. Et ensuite, le rapport entre la puissance et où intervient le peuple dans cette puissance, et bien, en fait, l'idée, c'était de se dire que, en fait, Jésus a, lui, remis en cause les puissances qui s'imposent à nous dès sa naissance. Et donc, voilà, c'était cette idée assez forte de dire, il le fait, et la seule puissance que lui nous propose, c'est de renoncer à tout désir de puissance. Alors, ça demande pour certains d'entre nous une difficulté, mais n'empêche, la seule puissance qu'il nous demande d'avoir, c'est celle de la puissance de l'écoute. Alors voilà, c'est quand même assez fort, On s'est posé aussi la question de, ok, d'accord, mais comment on s'organise? S'il te plaît, Jésus, donne-nous une règle d'organisation. Malheureusement, assez peu de choses en termes d'organisation. La seule organisation qui nous dit, mais ne vous laissez pas prendre par des puissances illégitimes. La puissance, si elle n'est pas parmi vous, si elle n'est pas partagée, elle n'est pas légitime. Et donc voilà, seulement la chose qu'il nous dit. Et donc comment on fait en fait pour se sortir de cette situation et comment on fait pour nous, à notre niveau, pouvoir faire quelque chose de fort à l'aide de l'Évangile? Et bien en fait, il dit, mais d'abord vous avez renoncé à la puissance, mais vous n'êtes pas obligé d'être des sauveurs du monde. Voilà. Jésus, lui, vient sauver le monde, ça y est, il le fait.
Nous, en fait, on va simplement apporter notre petite pierre à cet édifice-là, et donc y aller pas à pas dans notre quotidien. Et donc, dans les actions concrètes, on peut se dire qu'on peut aller s'intéresser aux institutions, on peut s'en préoccuper parce qu'elles sont là, et en France, on a la chance d'en avoir des assez belles finalement, qui certes sont en danger, mais elles ont des bonnes racines, et il faut y retourner, il faut y aller. Il ne faut pas s'en tenir à distance en se disant, nous, on est chrétiens, c'est pas trop pour nous ces trucs-là. Non, il faut y aller. Et aussi dans tout le tissu associatif qui est finalement cette vivacité qui redonne de la puissance en fait au peuple, c'est aussi tout ce tissu associatif dans lequel on peut se retrouver. Et on sait très bien que parmi vous, il y en a plein qui y sont déjà, et il faut amener les autres à y aller, parce que c'est comme ça qu'on revivifie la démocratie, c'est lorsqu'elle est présente individuellement, localement. Voilà. Et on a terminé aussi, on a parlé de formation, parce qu'évidemment, quand on ne connaît pas les choses, on ne peut pas ni les défendre, ni les faire évoluer. Et donc, en fait, il y a aussi cette force qu'a l'Évangile de nous éduquer. Alors, Jésus, lui, nous a enseigné, nous a expliqué ce que les Écritures nous avaient préparé pour nous. Et de la même manière, en fait, on peut se dire qu'il y a une forte espérance et une forte joie à aller apprendre aux autres, apprendre à nos jeunes ce qu'est la démocratie, ce qu'elle peut avoir de grand dans ces institutions et aussi dans les petites institutions locales que peuvent être les organisations du quotidien. Et donc tout ça, ça doit être un élément d'espérance et on peut, j'espère en tout cas, repartir tous avec ça pour se dire, ben voilà, dans les évangiles, il y a quand même quelque chose, on l'a pu voir avec tous nos intervenants d'aujourd'hui, la force qu'elle peut nous amener et cette joie qu'on peut avoir. Moi, je pense que c'est important de repartir avec un peu de joie et pas seulement des inquiétudes. C'est cette idée qu'il y a de la vie, et il y a de la vie dans tout ce qu'on peut faire comme petite démocratie locale et cette poursuite qu'on a pour rendre cette grande démocratie française, et les démocraties mondiales aussi, plus belle et plus forte. Voilà, je vous remercie. Juste, je voulais vous dire un petit mot. Alors, pour cette rencontre, ben, en fait, c'est un groupe qui s'appelle Oser une parole, vous le savez, dont l'objectif est de faire des rencontres comme celle-ci régulières. Et pour ça, ben, on a besoin d'un petit peu d'énergie. Et donc, il y a des petits paniers là, qui vont nous donner une petite énergie financière. On n'a pas de grand besoin, mais par contre, bah, ça aide à organiser ici et là des éléments comme celui-ci. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Merci à tous. Merci à vous.